tous, c'est Savoir partager, l'émission de l'IRD et de Synapse Télévision. Aujourd'hui, notre invité Alain Fontenot. Bonjour Alain Fontenot. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD. Vous travaillez sur le thon. Et on peut dire que vous êtes président d'un groupe de travail, programme de marquage dans l'océan Indien des thons. Vous avez été l'auteur d'un livre qui compte beaucoup, qui est un atlas des pêcheries thonières tropicales, capture mondiale et environnement. La première question que je voudrais vous poser, c'est il y a plusieurs sortes de thons. J'ai appris en préparant cette émission qu'il y avait le thon rouge, évidemment, qui défraye la chronique, ça tout le monde le sait. On prétend que le thon rouge, on en manquerait beaucoup, mais on verra ça tout à l'heure. Mais il y a aussi le thon blanc, mais il y a aussi le thon jaune. Alors il y a donc trois sortes de thons. Ces trois sortes de thons peuvent parcourir 700 km en 50 jours. Ça veut dire qu'ils font des distances absolument énormes. Ils vont donc très très vite. Comment est-ce qu'on fait, au fond, pour marquer ces thons, pour avoir l'objectif de les compter? Est-ce que c'est un objectif raisonnable? C'est une bonne question. Les thons sont par définition des grands migrateurs, c'est-à-dire qu'au contraire des autres espèces de poissons qui passent leur vie dans une petite zone côtière, les thons naissent dans les zones équatoriales, toujours dans les eaux chaudes, et ils passent leur vie à faire des grandes migrations entre ces zones de ponte et les zones où ils s'alimentent, où ils trouvent du hareng, des sardines, souvent des zones côtières, parfois des zones du large, souvent très en profondeur. Donc, ça, c'est la vie des thons. Pour connaître la vie des thons, le seul outil dont nous disposons, c'est les campagnes de marquage. Ça consiste à mettre sur le dos du thon soit une étiquette en plastique avec un numéro, en attendant que le pêcheur qui pêchera ce thon avec une marque nous dise « j'ai pêché ce thon-là, voilà où je l'ai pêché, quelle taille il avait », ou bien des marques électroniques qui enregistrent minute par minute la position du thon, sa profondeur, et toute la vie du poisson entre le moment où on l'a marqué et le moment où on le repêche. Alors peut-être, vous dites qu'il fait des distances très importantes. Il faut préciser donc qu'il pond dans les eaux chaudes, si j'ai bien compris, et il se nourrit dans les eaux froides. Ça veut dire que quand il est dans les eaux froides, il se nourrit et il ne pond pas, et quand il pond, il ne se nourrit pas? Alors ça dépend des espèces. En gros, dans les thons, il faut bien distinguer les thons tropicaux et les thons tempérés. Les thons tempérés, c'est le germon, le thon blanc des golfe de Gascogne, ou bien le thon rouge de Méditerranée. Alors ça, c'est le thon qui est typiquement à pondre exclusivement dans les eaux chaudes et par contre qui passe toute sa vie, l'essentiel de sa vie, dans les eaux froides. Le thon rouge se nourrit entre la Norvège, l'Islande, les îles Féroé et vient repondre tous les ans en Méditerranée d'une part, dans le golfe du Mexique. Au contraire, les thons tropicaux, qui sont l'objet principal des recherches de l'IRD, c'est trois espèces principalement, l'albacore, le listao et le patudo. Eux passent toute leur vie globalement dans les eaux chaudes équatoriales. Par contre, ils cherchent des eaux particulièrement chaudes pour pondre. Et quand ils sont adultes, ils ont le choix soit de rester dans les eaux chaudes, où ils trouvent à manger quand même, ou bien parfois, à l'âge adulte, ils vont dans les zones relativement froides, c'est-à-dire ils s'approchent du thon rouge. On a parfois du patudo, du yellowfin, qui sont capturés avec le thon rouge dans les zones très tempérées. Mais ça n'est pas une obligation biologique, comme pour les thons tempérés. Alain Fontenot, alors voyons un petit peu comment se passe la pêche. Dans les années, à partir de 1940, en fait, on pêchait avec l'apparition des canneurs. C'était des navires qui étaient munis de cannes avec des appâts vivants. Et puis des ligneurs, des navires qui pêchaient avec des lignes de traîne. Puis après, dans les années 50-60, on a commencé avec les madragues méditerranéennes. Madrague, ce n'est pas seulement le nom de la propriété de Brigitte Bardot. Une madrague, c'est une technique de piège fixe qui utilise des filets, et ça existait en fait depuis le XVIe siècle, un type de filet un peu particulier qui permet d'enserrer le thon et en fait de le faire prisonnier. Et puis, les conserveurs américains, petit à petit, dominent. Ils élargissent le marché japonais avec la mode du sashimi, donc cette tranche de poisson cru qu'on fait à partir du thon rouge. Et les seineurs ont remplacé les clippers. Alors les seineurs, vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est des bateaux de pêche à la seine. Ils sont particulièrement construits, ces bateaux. Une seine, c'est un filet donc, qui encercle un thon. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, la seine, à l'heure actuelle, c'est le principal engin de pêche. Quantitativement, ça produit 60% des captures mondiales de thon. Mais ceci dit, le thon de luxe, celui de sashimi, est encore pêché avec des hameçons, avec des palangriers. C'est une technique complètement différente. Donc le seineur, c'est l'engin de pêche quand même qui est dominant. Ça consiste essentiellement à avoir un filet de très très grande taille qui fait près de 2 km de long, qui se ferme en profondeur à 250-300 mètres et dans lequel un banc de thon est encerclé par un capitaine habile qui referme son filet autour du banc de thon. Ensuite, le banc de thon soit est mis dans les cuves du bateau, c'est la méthode traditionnelle qui est utilisée en Afrique ou dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, pour être congelé à moins 18 degrés
ce thon terminé ensuite dans le marché de la conserve mondiale, ou bien le cas du thon rouge qui est très particulier. Là, ce thon n'est pas mis en conserve, il est précautionneusement transféré dans des fermes où il est gardé pendant plusieurs mois afin d'être vendu à un prix optimal sur le marché japonais. Mais il est conservé vivant, il n'est pas pris à bord du bateau. Alors Alain Fontenot, on va parler de ces fermes. C'est donc de l'aquaculture en fait. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de l'aquaculture pour élever le thon de A à Z. Or en fait, il semble que ce soit absolument impossible et qu'on ne peut que engraisser les thons dans ces fermes. Et alors pour les engraisser, j'ai lu absolument un truc incroyable, il faut 20 kg de poisson pour faire augmenter le thon de 1 kg. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un si faible rapport finalement? Alors l'aquaculture, par définition, c'est la maîtrise complète du cycle depuis un reproducteur, des larves et des adultes. Alors pour le thon rouge, les Japonais ont fait depuis déjà très longtemps, depuis une trentaine d'années, des recherches très très approfondies. Ils ont investi des sommes énormes, ils ont mis leurs meilleurs chercheurs et ils arrivent péniblement à produire quelques thons qui coûtent une fortune et qui sont de qualité assez médiocre. C'est très très difficile de maîtriser toute l'aquaculture. Au contraire, de conserver des thons adultes en ferme ou même des juvéniles qu'on fait grandir à l'âge adulte en ferme, il y a simplement besoin de beaucoup de carburant. Effectivement, ils mangent beaucoup. Alors vous avez dit tout à l'heure, ils mangent des sardines, ils mangent des maquereaux, ils mangent des méduses. Alors donc le type qui a une ferme d'aquaculture, il doit amener 20 kilos pour faire monter son thon de 1 kg. Est-ce que vous me confirmez ces chiffres? C'est des ordres de grandeur, c'est ça, c'est l'ordre de grandeur. Alors ce qu'il fait, il va l'importer où c'est le moins cher. Par exemple, on fait venir du hareng de la Baltique. On cherche sur le marché mondial le poisson congelé, parce que le thon a la particularité de ne jamais manger les farines, ça ne lui convient pas du tout. Beaucoup de poissons d'aquaculture, comme le saumon, on leur donne des petites graines de nourriture artificielle, alors que le thon, lui, exige impérativement d'avoir des poissons congelés à la rigueur, mais des très grandes quantités. Donc c'est là un des grands défis de nourrir tous ces poissons-là. Ça pose des problèmes de pollution, de coûts. Il faut aussi leur donner des poissons sains, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a souvent eu des problèmes de Japonais qui se sont plaints d'avoir des thons qui avaient mangé des poissons qui étaient pleins de dioxyde, par exemple, et qui se retrouvaient dans les thons. Donc ça pose de multiples problèmes de coûts, mais le fermage reste quand même une activité extrêmement rentable. Ça donne une plus-value énorme au thon rouge. Le thon rouge vendu directement du seineur sur le marché japonais est produit toujours à la même saison, qui n'est pas la meilleure, il est de médiocre qualité, alors que le thon rouge qui a passé un petit séjour en ferme de quelques mois, il a acquis à nouveau toute sa graisse, il est en pleine qualité, il est vendu au meilleur prix sur le marché japonais. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible qu'un jour on puisse élever des thons de A à Z, comme vous le disiez tout à l'heure? Ça, je n'y crois pas trop. C'est possible techniquement, mais à mon sens, la rentabilité d'un tel procédure sera extrêmement hypothéquée, voire nulle, vu le coût énorme de ces fermes qui doivent être des très grands bassins, des grandes quantités de nourriture, beaucoup d'ingénieurs. À mon sens, le marché, et seulement pour le marché japonais, parce que seul le consommateur japonais est capable de payer des centaines d'euros le kilo d'un poisson de cette qualité-là. Ça n'est pas comme le marché du saumon, qui est un marché mondial très très large. Donc moi, personnellement, je n'y crois pas. Certains y croient, c'est une question de conviction personnelle. Alain Fontenot, vous avez dit tout à l'heure, alors que pour le marquage, on fait une petite échancrure donc, sur le poisson et on fait une marque physique, ou bien alors il y a un comptage électronique. Mais dans les deux cas, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on a bien marqué suffisamment de thon pour pouvoir avoir une idée sérieuse des ressources halieutiques? Il y a tout le temps des alertes sur le problème de la biodiversité. On nous dit qu'on va manquer de thon. Est-ce que c'est sérieux? Et est-ce que des chercheurs comme vous peuvent dire, bon voilà, on sait exactement ce qu'on a comme possibilité aujourd'hui de pêche en matière de thon? C'est une excellente question. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans sur les ressources saunières, et plus j'avance dans ma carrière, plus je considère que nos incertitudes sont immenses. En fait, on ne voit des thons que ce qui arrive par les bateaux sur le quai des poissons qui sont morts. Et on demande aux scientifiques d'estimer combien de poissons sont vivants, combien de juvéniles, combien d'adultes, combien de reproducteurs, dans une surface océanique qui est immense. Et là, la réponse, les modèles biomathématiques qu'on utilise donnent des réponses. On arrive à estimer des incertitudes, mais malheureusement, l'incertitude réelle est à mon sens énorme. Et je vois vraiment très très peu d'espèces de thon mondialement sur lesquelles on pourrait dire, voilà, avec une très bonne précision, quelle est la biomasse réelle de thon qui sont présents dans la mer et quelle quantité on peut pêcher.
Donc je serai de plus en plus pessimiste. C'est une réponse très difficile. Mais vous qui êtes un grand expert, est-ce marquage de thon? Expliquez-moi comment, avec le marquage de thon, on peut arriver à avoir des données un peu sérieuses. Parce qu'il faudrait que le pêcheur puisse effectivement vous dire qu'il a bien pêché le thon que vous avez marqué. Et à ce moment-là, est-ce que vous le rémunérez, le pêcheur? Parce que si vous ne l'avez pas rémunéré, quel est son intérêt de vous dire qu'il a bien pêché le thon que vous avez marqué? Alors c'est une bonne question. Globalement, les pêcheurs sont très coopératifs. 90% des pêcheurs sont très intéressés par les résultats. Pourquoi? Chaque fois qu'un pêcheur vient avec un thon marqué, il veut savoir quelle était la croissance. Et ça le fascine de voir que le poisson qu'il a pêché à 100 kg dans une mer lointaine avait été marqué quand il pesait 2 kg à l'autre bout de l'océan. Ça le fascine de voir que le même thon a fait 2000 km en un mois entre sa position de marquage et sa position de recapture. Mais écoutez, il est à un bout de l'océan Indien quand il a pêché le poisson. Vous l'avez marqué à un bout de l'océan Atlantique. Comment est-ce que ça communique tout ça? Alors, globalement, il y a très peu de migration entre les océans. Chacun des océans est très isolé. Il y a un petit passage entre l'Atlantique et l'océan Indien, mais seuls les thons tempérés, comme le Germont, sont capables de le faire. Globalement, non, ils tournent en rond dans l'océan. Mais au sein de chaque océan, tous les thons font des très grands déplacements et très rapides. Dans l'océan Indien, donc, on a marqué près de 200 000 thons, c'est énorme. La plupart des pêcheurs ayant bien coopéré, à la date et la position à laquelle les thons ont été pêchés, et donc marqués quand on les a marqués, pêchés quand le pêcheur est venu nous dire je les ai pêchés à tel endroit, le poisson était telle espèce à telle taille, tel jour. Donc on peut reconstituer parfaitement les migrations, la croissance et également estimer la quantité de poissons qui sont présents dans la mer. Et ça, c'est un résultat qui est pratiquement miraculeux quand tout va bien. Malheureusement, il y a des difficultés. Mais seul le marquage peut nous permettre d'arriver à obtenir ce type de résultat. Vous ne m'avez pas dit, alors vous ne rémunérez pas les pêcheurs? Alors les pêcheurs, on donne une petite récompense un peu symbolique. Ils ont le choix entre généralement une casquette, un t-shirt ou des cartes téléphoniques, qui a beaucoup de succès. Et de façon intéressante, on donne aussi chaque année, il y a des loteries où on tire au sort un certain nombre de marques gagnantes. Et là, le pêcheur gagne le jackpot, gagne plusieurs milliers de dollars chaque année. Donc il a droit à un billet gratuit pour la loterie. Et ça, c'est assez recherché, les pêcheurs. On a vu des pêcheurs, par exemple, dans l'océan Atlantique, gagner 2000 €. Et quand on lui dit qu'est-ce que tu vas acheter, il y en a un qui disait je vais acheter un chameau. Il y en a un autre qui dit je vais acheter une troisième femme. Il y a de multiples possibilités d'investissement pour une grosse somme imprévue pour tous les pêcheurs artisanaux. Alors Alain Fontenot, il faut arriver à la réglementation internationale, parce qu'il y a une réglementation internationale de la pêche des thons. En fait, comment sont fixés les quotas de pêche par pays pêcheur? Et surtout, expliquez-moi, si quand il y a de nouveaux pays pêcheurs, comment on fait pour diminuer éventuellement les quotas des autres? C'est la grande question. Les quotas se fixent océan par océan. Chacune des commissions tonnières, il y a 5 commissions tonnières dans le monde, chacune des commissions fixe ces quotas sur les recommandations des scientifiques. Les analyses disent que ce n'est pas prudent de pêcher plus de 100 000 tonnes de thon. La commission adopte, ou n'adopte pas, mais en général finit par adopter cette recommandation. Et après, ce quota est négocié, partagé entre les différents pays pêcheurs qui essaient de respecter leurs engagements. Mais alors, il y a des commissions de contrôle parce qu'il y a toujours des infractions, tant dans les pays membres que dans les pays qui échappent à tout contrôle. Et là, c'est de plus en plus difficile. Et les nouveaux intrants, on le voit, posent un problème universel. Chacun des pays riverains, par exemple, même s'il n'a pas des moyens financiers de développer des pêcheries tonnières, veut maintenir son droit légitime de développer des nouvelles flottilles. Alors qu'il y a déjà trop de capacités de bateaux. Mondialement, il y a une surcapacité chronique pour toutes les ressources, le thon rouge, mais aussi les thons tropicaux. À l'heure actuelle, il y a des milliers de bateaux qui sont inscrits en liste d'attente sur la liste des bateaux qui veulent rentrer dans les pêcheries. Ce qui ne pourrait que précipiter la catastrophe de la surexploitation des ressources tonnières. Franchement, qu'est-ce que vous faites en face, disons, de ceux qui trichent? C'est-à-dire de ceux qui trichent avec les normes. Comment est-ce que vous avez un contrôle suffisant des conditions dans lesquelles les quotas sont respectés? Moi, j'ai lu des chiffres, mais ça m'a absolument sidéré. Un pays à qui on dit vous devez faire 20 000 tonnes, et en fait on dit, je ne sais pas d'où vient cette rumeur, que par exemple il pêche 60 000 tonnes. Donc il y a 40 000 tonnes, donc 2 fois le quota qui est pris de façon non licite. Alors je voudrais que vous m'expliquiez, qu'est-ce qu'on fait pour faire respecter le quota? Alors,
Ça, c'est un grave problème, parce qu'effectivement, il y a des engagements nationaux, mais très souvent, ils ne sont pas respectés. Alors nous, il y a deux aspects. Il y a un niveau scientifique, on essaie, en tant que scientifique, d'estimer les quantités réellement pêchées. On le voit, par exemple, les bateaux débarquent sur les quais, on sait que tel bateau a pêché tant de tonnes. Donc quand on fait la somme des captures de tous les bateaux qu'on a vus, on arrive à estimer la quantité de poissons réellement capturés. C'est au-dessus des quotas. C'est pas toujours, mais souvent au-dessus des quotas. Alors on le voit aussi par les importations. Par exemple, le Japon déclare: j'ai importé 60 000 tonnes de thon rouge, et l'ICCAT dit: j'ai pêché 30 000 tonnes de thon rouge. Donc il y a 30 000 tonnes qui ont été pêchées par quelqu'un, on ne sait pas par qui, mais qui n'ont pas été déclarées. Alors ces non-déclarations, en fait, c'est par de multiples partenaires. Fâcheusement, c'est très souvent des pays européens. Le thon rouge, par exemple, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, chacun des pays européens, malgré ses engagements, pêchait 2 fois plus que ses prises légales, dans l'indifférence générale administrative. Alors ça, c'était très grave. Il y avait aussi les bateaux dits illégaux, avec des pays du Grand Caïman, du Petit Caïman, du Beloutchistan, qui viennent pêcher, des bateaux qui changent de pavillon 2-3 fois dans la saison de pêche et qui ne rapportent leur prise nulle part. Et il y a un bateau japonais qui est là pour acheter le poisson. Et pour un bateau généralement de la compagnie Mitsubishi qui va importer ce poisson au Japon, au passage aussi bien en changeant d'espèce pour passer au travers des mailles de l'ICCAT. Parce que les Japonais donc, sont très friands, notamment du thon rouge. Mais on reviendra tout à l'heure sur la spécialité du thon rouge. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, compte tenu aujourd'hui de ce qu'est la réglementation, compte tenu de ce qu'on ne sait pas sur la quantité de thon, il y en a qui disent « Oh là là, c'est très très grave pour la biodiversité, la situation dans laquelle on est ». Il y en a qui disent c'est pas si grave que ça. Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer parce que si je comprends bien, les informations sources sont un peu incertaines. Alors on s'interroge. Alors mesurer l'ampleur de la crise et l'ampleur du danger écologique, c'est une très grande question. Alors ce qu'il y a de sûr, c'est que la biomasse des thons, c'est les grands prédateurs en général dans l'océan, diminue énormément. Il y a 50 ans, on peut considérer que globalement les ressources thonières en haute mer étaient quasiment vierges. Et à l'heure actuelle, elles sont très exploitées, voire surexploitées de façon chronique. Donc il y a une baisse énorme des biomasses de ces grands thons, et grands prédateurs. Et c'est la particularité de cette situation, c'est que les poissons qu'ils mangent, les proies, sont pratiquement vierges. Globalement, dans les milieux océaniques, presque aucune ressource n'est exploitée vraiment très activement. Les nourritures des thons, elles, ne sont pas exploitées. Alors c'est l'un des paradoxes. Alors donc, il est certain écologiquement que cette biomasse très très décrue, voire évanescente dans certains cas des grands prédateurs, des thons, va avoir un impact sur l'écosystème. Alors par exemple, prolifération des méduses ou prolifération de tels crabes ou de telle espèce. Bon, c'est des effets qu'on appelle top-down, c'est-à-dire la diminution de ce qui est en haut de la pyramide provoque des effets en dessous. Mais à l'heure actuelle, aucun modèle n'est capable de prévoir ça avec crédibilité sérieuse. Alors aujourd'hui, puisque le thon rouge, c'est celui qui coûte le plus cher, dites-moi un petit peu quelle est la situation du thon rouge. Est-ce que tous les cris d'alerte qu'on lance à propos du thon rouge sont légitimes? Alors je sais bien que c'est des organisations écologiques, Greenpeace, WWF, qui crient à la fin de la ressource en thon rouge. En face, vous avez des Japonais qui demandent de plus en plus de thon rouge parce que tous les sushis, c'est d'abord le thon rouge qui compte et qui veulent déguster. Alors vous avez de l'autre côté Albert II de Monaco et des restaurateurs qui se mobilisent en disant « Nous, on défend l'écologie et on ne veut pas qu'on mange de thon rouge ». Alors, comment vous faites là, en face de tout ça? Et dites-moi, quelle est la réalité? Alors, la réalité du thon rouge est très complexe. Je dirais jusqu'à il y a 2 ans, j'étais le premier à pousser des cris d'alarme. J'en ai poussé à l'ICCAT, j'en ai poussé à Bruxelles. La situation, jusqu'il y a 2 ans, disons, depuis 2000 jusqu'à 2007, était véritablement, non pas désespérée, mais critique. Tout indiquait qu'on était dans un scénario titanique où si on ne faisait rien, ou si on continuait comme ça, pêchant 60 000 tonnes, pêchant des juvéniles, aucun contrôle à aucun stade, tant des pays européens que des pays pirates, on allait à un désastre qui était annoncé à l'horizon 5 ans, 10 ans. On pouvait parier qu'on n'aurait plus un seul thon rouge dans 5 ans, 10 ans. C'était la garantie. Depuis 2 ans, la situation a complètement changé. Elle a été changée principalement grâce aux énormes efforts et aux énormes investissements qu'ont fait tous les pays membres de l'ICCAT. Maintenant, il y a des millions d'euros investis chaque année pour tout contrôler, contrôler les infractions, contrôler les statistiques, développer la recherche, contrôler les fermes. Donc, tout à l'heure, vous me disiez que le contrôle n'était pas sûr. Alors, je comprends pas. Je parle des contrôles en général qui n'est pas sûr, quand on parle des thons en général. Mais en Méditerranée, depuis très peu de temps, il y a des efforts énormes. Maintenant,
On est passé de zéro comme investissement pour de contrôle à des millions d'euros par année pour véritablement contrôler. Comment ça se passe le contrôle? Alors le contrôle est à tous les niveaux. Maintenant, les observateurs qui sont sur tous les seineurs, les fermes qui ont des observateurs. C'est-à-dire que chaque seineur, donc chaque bateau, est forcé de faire monter un observateur? Absolument, depuis 2 ans. Avant, c'était les pêcheurs disaient, si on a un observateur, on le jette à l'eau, on le congèle, jamais on n'acceptera un observateur. Maintenant, tous les seineurs ont un observateur. Il y a des observateurs dans toutes les fermes, il y en a sur tous les cargos. Il y a aussi des bateaux de guerre. Qui paye tous ces observateurs? C'est chacun des pays, c'est l'Europe, dans le cas de l'Europe. Alors, il y a des points faibles. Par exemple, la Libye dit j'ai des observateurs, la Turquie dit j'ai des observateurs. Et là, les scientifiques ont les plus grands doutes sur la qualité des observateurs. Il y a aussi une liste de bateaux légaux. Pour être autorisé à pêcher, il faut être déclaré, enregistré et approuvé par l'ICCAT. Bon, tous les bateaux européens sont approuvés. Quand on a fait des patrouilles avec les navires de guerre français, on a trouvé plein de bateaux turcs qui sont totalement illégaux, qui continuaient de pêcher, qui avaient des thons. Donc il y a quand même beaucoup d'illégaux, mais de moins en moins, c'est très difficile à l'heure actuelle, en 2009, en 2010, d'être illégal et de pêcher du thon rouge. Mais quand un bateau affrété par un privé va à la pêche au thon, ramène des thons sans prévenir qui que ce soit, et qui va vendre sur un marché donné ces thons. C'est très dangereux aussi. Alors expliquez-moi qu'est-ce qui peut se passer. Quel contrôle il peut y avoir? Par exemple en France, ça dépend du pays. Là aussi, si vous êtes en Turquie ou en Libye, il n'y a aucun risque. Vous pouvez manger votre thon tranquillement. En France, il y a maintenant de plus en plus de contrôles. On vous arrête on sait que vous avez un bateau de pêche sportive, on vous arrêtera et on vous saisira, et vous aurez 200 000 € d'amende pour pêche illégale de thon rouge. Maintenant, il y a la douane, la police sur les quais de 7 qui interviennent chez les mareyeurs, dans les camions des transporteurs de poissons et même dans les véhicules des pêcheurs sportifs. À tous les stades, vous pouvez être contrôlé et il y a des très graves des amendes très sérieuses pour vous punir en cas d'infraction. Alors le contrôle est tellement bien fait que maintenant, il n'y a plus d'inquiétude pour la biodiversité. Alors, n'exagérons rien, ce serait malheureusement trop optimiste. Disons, il y a un effort énorme. C'est beaucoup plus difficile. Avant, c'était hyper facile, tout le monde fraudait, dans l'indifférence la plus totale. Maintenant, le cadre légal est très clair, c'est interdit de frauder et vous risquez gros à frauder. Alors, ceci dit, il y a des échappatoires. Il y a beaucoup de pays, par exemple, qui échappent encore à pratiquement tout contrôle. Le Japon, indirectement, arrive à avoir des prises illégales, la Turquie, la Libye. Il y a beaucoup de pays qui ne semblent pas jouer le jeu à l'heure actuelle. Alain Fontenot, comme vous me dites que c'est difficile de savoir exactement ce qu'il en est du nombre de thons dans tous les océans. Dans la mer. Mais d'accord, mais dans la mer, étant donné qu'il y en a qui sont à 1000 mètres sous la surface, c'est assez difficile de les dénombrer. Que vous les marquez, c'est très sympa, mais vous n'arrivez pas à marquer tous les thons et que votre marquage, en fait, c'est un marquage très approximatif et qui vous donne une idée générale, mais une idée qui est très en dessous de la réalité. Que d'autre part, on n'est pas sûr de la quantité de thon qui est vendu illégalement. On se dit que l'alerte ou l'absence d'alerte quant à la biodiversité, c'est seulement une question de flairer le vent, quoi. Suivant le moment, on dit « Ah, attention, halte à la biodiversité qui n'est pas respectée », ou on dit à l'inverse « Tout va bien, il n'y a pas de problème, on aura du thon rouge pour des générations ». C'est sûr que c'est pour ça qu'il y a un grand débat à l'heure actuelle. Il y a une très grande marge de discussion potentielle. Il n'y a pas un grand débat parce que pour l'instant, tout le monde dit alerte, alerte, on ne va plus avoir de thon rouge. Mais les scientifiques, à l'heure actuelle, globalement à l'ICCAT, disent que si on continue de pêcher tel que l'ICCAT l'a décidé, 12 500 tonnes à partir de 2010, si on continue à ce rythme-là, les scientifiques de l'ICCAT sont unanimes pour dire qu'il n'y a aucun problème. Il faut continuer l'effort, mais la situation est sous contrôle pour l'ICCAT. À l'heure actuelle, il disait qu'on allait au désastre. Maintenant, il faut continuer l'effort, mais la situation était critique. Maintenant, elle est sous contrôle. La chance qu'on a eue, c'est d'avoir des très bons recrutements ces dernières années. Les campagnes en avion de l'Ifremer ont été très spectaculaires. L'avion a roulé, si j'ose dire, pendant des heures et des heures sur des milliers de tonnes de thon rouge qui sautaient joyeusement sur l'eau. La pêche était fermée. Il y a donc des poissons qui ne sont pas encore reproducteurs, mais qui vont, d'ici 2 ans, seront des reproducteurs. Donc le stock est en bonne voie de récupération. Scientifiquement, à mon avis, les bases sont très claires. Alors, mais politiquement, la situation est beaucoup plus confuse parce que ceux qui disent que l'espèce est en voie de disparition ont quand même une très forte audience et les scientifiques n'ont pas des arguments mathématiques pour donner la biomasse actuelle de thon, pour la comparer à la biomasse qu'il y avait il y a 20 ans ou 50 ans.
ces Vous vous rendez chiffres compte sont que très si des certains. pêcheurs sont en train de nous écouter, là, ils vont se dire, vraiment, ils exagèrent avec leur réglementation qui ne correspond absolument à rien et qui n'est pas du tout indispensable. On pourrait pêcher beaucoup plus de thon rouge, ça rapporterait énormément d'argent vu la demande de thon rouge et on nous interdit de le faire. Alors, ce qui est très grave, c'est qu'on interdit de le faire, mais ensuite, comme il y a des pêches qui ont été préparées par des bateaux qui sont tout prêts et qui sont spécialisés pour le thon, le type qui a des quantités moindres d'autorisées, eh bien, bien évidemment, il est obligé de foutre en l'air un de ces bateaux. Et à ce moment-là, c'est les organismes institutionnels, l'Europe, etc., qui lui donnent de l'argent parce qu'il accepte de désarmer un de ces bateaux. À l'heure actuelle, effectivement, les pêcheurs de thon ont de bons arguments pour considérer que c'est totalement absurde d'envisager une interdiction complète de cette pêche au thon rouge. Le thon rouge est une espèce qui a été surexploitée, mais qui est quand même très productive et qui pourrait continuer de produire des thons éternellement si on reste à des niveaux de capture, même à moyen terme, d'envisager 20 ou 30 000 tonnes sans difficulté. C'est ce que prédisent les scientifiques. Mais à l'heure actuelle, on a une surcapacité. À l'heure actuelle, dans la Méditerranée, on a 400 seineurs. On en a 100 seineurs dans l'Atlantique et dans l'océan Indien et 400 en Méditerranée. Alors il y a 3, 5, 10 fois trop de bateaux, quoi. Là, il faut casser des bateaux dans la Méditerranée, c'est clair. Et les bateaux, bon, comme la plupart sont très neufs, c'est une situation catastrophique, mais dans tous les pays, en particulier en Europe, en France, en Italie, en Espagne, il faut casser des bateaux qui sont à peine construits, qui sont presque tout neufs, qui sont splendides, qui sont des bijoux de technologie. Il va falloir repayer pour les détruire physiquement. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça le plan du gouvernement, de tous les gouvernements, imposé par l'ICCAT plus ou moins. Ce n'est pas de congeler les bateaux en attendant des jours meilleurs, c'est de les détruire physiquement, de les passer à la broyeuse à bateau, de ne pas les retransférer à d'autres pêches, ni d'attendre des jours meilleurs. Donc c'est vraiment une décision dramatique, mais on a construit trop de bateaux, alors qu'on savait déjà que la ressource ne pouvait pas supporter cette surcapacité de pêche, c'est clair. Donc au fond, l'alerte est un peu excessive. Les 2 années, pour l'instant, de moratoire proposées par la France en disant 2010-2011, on va quand même continuer à pêcher, puis en 2012, on va quand même baisser considérablement encore les quotas, c'est une mauvaise politique. Alors, la solution préconisée d'annexe 1 de CITES, c'est-à-dire l'arrêt complet de la pêche, pour moi, serait un non-sens et en plus, elle ne permettrait pas aux scientifiques de savoir ce qui se passe dans le stock. Alors pourquoi Albert II de Monaco est pour cette annexe 1 de CITES ? Tant le président Sarkozy que le prince de Monaco se basent en fait sur des arguments qui ne sont pas absurdes. Ils sont restés 2 ans en arrière, je dirais. Ils n'ont pas... Il faut absolument qu'ils vous rencontrent. C'est incroyable cette histoire. Leur jugement est basé sur la situation. J'aurais été tout à fait d'accord avec eux à 100%. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. À l'heure actuelle, pour moi, le bateau est reparti, la situation est sous contrôle. Si on suit les recommandations de l'ICCAT à l'heure actuelle, pour moi, je ne vois aucun danger à moyen terme sur le thon rouge. Il suffit de continuer l'effort. Mais cette CITES 1 n'a pas de sens dans le contexte actuel pour moi. Donc on passe à CITES 2. CITES 2, c'est une autre annexe donc, de cette institution et qui a pour objectif de dire qu'il faut modérer les prises de thon, mais qu'en fait, avec des quotas, on s'en sort. Alors CITES 2, oui. Mais CITES 2, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est très très voisin des réglementations ICCAT actuelles. À l'heure actuelle, l'ICCAT a des certificats, sur chacun des thons à son étiquette, des bordereaux commerciaux. Le CITES 2, à mon sens, ne ferait que doubler la paperasserie. Il faudra remplir 2 formulaires, 2 étiquettes, une CITES, une ICCAT. Mais CITES 2 n'apporterait, à mon sens, aucune information supplémentaire. Et le fraudeur à l'heure actuelle qui fraude l'ICCAT arrivera très bien à frauder CITES en changeant son poisson de nom, en changeant d'océan. Ce sera assez facile à faire de toute façon. Alain Fontenot, alors, si je comprends bien, les thons ne sont pas si menacés que ça. On a tort de crier à l'alerte. En revanche, il y a des poissons qui sont très menacés, selon vous, et pour lesquels on ne crie pas à l'alerte. Paradoxalement, on crée à l'alerte, disons, beaucoup de groupes écologiques créent à l'alerte également pour d'autres quoi, ressources. Pour n'importe quoi, mais bon, ils sont plus crus. Non, mais disons, les menaces biologiques d'extinction et de disparition des ressources sont quasiment nulles pour aucun thon, donc y compris le thon rouge, qui serait très très difficile à éliminer, et en particulier dans les conditions actuelles de pêche, alors qu'elles sont réelles pour les ressources qui vivent au fond de l'océan, en particulier sur les monts sous-marins ou la faune très profonde, qui, elle, est très très menacée véritablement d'un danger biologique de disparition. Un scénario panda ou tigre, c'est-à-dire l'élimination complète d'une espèce, peut très très bien être envisagé pour la légine. Parce que ce sont des poissons qui sont faciles à localiser avec les moyens modernes, le sonar, très faciles à pêcher, et parce que ce sont des espèces à très faible productivité biologique, très longue vie, très croissance, reproduction tardive, donc hyper fragiles. Donc il y en a beaucoup.
On arrive, on en pêche beaucoup, mais on revient 5 ans plus tard, l'espèce a disparu, on a laissé un désert derrière l'engin de pêche. Donc le danger est réel et beaucoup plus écologiquement destruction des écosystèmes profonds, alors que pour les thons, on a des inquiétudes qu'on n'arrive pas très bien à modéliser, mais les inquiétudes sont beaucoup plus faibles à cause de l'immensité des océans, à cause de leur profondeur extrême. Alain Fontenot, j'imagine que les autorités japonaises, si elles vous entendent, vont être très contentes, compte tenu de la demande qui existe sur le thon rouge au Japon. Et j'imagine qu'il serait indispensable que vous ayez une rencontre avec Albert II de Monaco et avec Sarkozy pour leur dire qu'il faut arrêter de s'alerter, qu'ils ont 2 ans de retard et que maintenant, ce n'est pas le souci principal que de supprimer la pêche au thon. Alors, cette rencontre avec le président Sarkozy ou le prince de Monaco n'a pas encore été envisagée dans mon emploi du temps, mais la question est elle me semble très pertinente. Et à l'heure actuelle, tous les scientifiques, je ne suis pas du tout le seul à de vous donner ce message, tous les scientifiques qui travaillent sur les thons donnent un message convergent à 99%. Et il est curieux et paradoxal que les instances dirigeantes, ce message leur échappe. Alors le Japon, comme vous pouvez vous en douter, eux, ils sont parfaitement au courant. Ils ont déjà arrivé à la même analyse. Ah, ils savent ce que vous pensez déjà. Ils connaissent ma pensée. Disons, les scientifiques japonais ont déjà, je ne sais pas si c'est monté jusqu'à l'empereur ou si ça a échappé à l'empereur, mais tout le gouvernement japonais, le message est déjà parfaitement clair chez eux et même sans doute encore plus... Donc ils doivent se battre dans les institutions internationales pour avoir des quotas plus importants. Pas nécessairement sur des quotas plus importants. Par exemple, le Japon est tout à fait en faveur de la politique actuelle de l'ICCAT, un quota faible à 12 500 tonnes. Ils disent que c'est ça qu'il faut pour conserver la ressource. Ils sont très intéressés par la conservation d'espèces. Mais ce qu'ils veulent, ce qui leur donne une horreur, c'est la perspective CITES 1. Parce qu'ils disent qu'il y a des commissions tonnières, l'ONU leur a confié la conservation de cette gestion des ressources. Si on dit maintenant vous n'êtes totalement incompétent, on ne vous fait plus confiance, on passe à CITES, et c'est CITES qui va gérer les ressources, alors que CITES n'est pas un instrument de gestion, ils n'ont pas des outils pour analyser l'état d'une ressource. Quand on interdit l'exploitation d'une ressource à CITES, la pêche est fermée pour toujours, on ne peut plus faire marche arrière. C'est donc un danger total, un champ de mine abominable pour les Japonais. Et le Japon va de toute évidence faire une lutte très active et avec un certain nombre d'arguments forts, je pense, pour éviter le passage à l'annexe 1 de CITES. Merci Alain Fontenot. Alors je voudrais rappeler que vous êtes l'auteur d'un atlas des pêcheries tonnières tropicales, capture mondiale et environnement, et que grâce à vous, on sait que la situation est moins dramatique qu'on ne l'imagine sur le thon. C'était Savoir partager, une émission de l'IRD et de Synapse Télévision.